Nous sommes en 1789. Depuis plusieurs années, les sujets du royaume de France font face à l'accroissement de la pauvreté. Le roi et sa cour sont endettés, le tiers-état est mis à contribution pour rembourser les dettes. Cette situation attise la rébellion, la population organise localement des petites révoltes. Le souverain du royaume s'appelle Louis XVI. À 35 ans, le roi de France ne parvient pas à maîtriser les finances et l'accroissement de la pauvreté. Avant lui, son grand-père Louis XV a laissé en héritage un royaume en très mauvais état. Au pouvoir depuis 1774, les 15 années de règne de Louis XVI n'ont pas eu d'impact considérable sur la vie des sujets. Une crise économique éclate au début de l'année 1789. Les mauvaises conditions météo impactent les paysans du tiers-état. Les petites récoltes de blé font augmenter le prix du pain. Entre 1788 et 1789, le prix est multiplié par 4. C'est comme si aujourd'hui on devait payer 5 € sa baguette. Parmi le tiers-état, certains se sont enrichis grâce aux prémices de l'ère industrielle, ils sont appelés les bourgeois. Cette catégorie de la population remet en cause l'ordre établi, ils estiment qu'ils sont aussi riches que la noblesse et qu'ils devraient avoir le même niveau d'influence. En réalité, les impôts payés par le tiers-état ne suffisent plus, les recettes de l'État sont de 471 millions de livres, mais les dépenses s'élèvent à 633 millions de livres. Ce déficit de 162 millions de livres oblige le roi et ses fidèles à changer de doctrine. Les ministres du roi proposent que la noblesse et le clergé soient également mis à contribution. Bref, le roi se met toutes les classes sociales à dos. Le 5 mai 1789, pour éviter le pire, le roi Louis XVI convoque à Versailles les États généraux. Les États généraux sont une assemblée composée de 1200 députés représentant les 3 ordres du royaume, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Ce sont eux qui valident la mise en place d'une nouvelle levée d'imposition. À l'ouverture de ces États généraux, le roi fait une première apparition. L'espérance que j'ai conçue de voir tous les ordres, réunis de sentiments, concourir avec moi au bien général de l'État ne sera point trompée. J'ai déjà ordonné dans les dépenses des retranchements considérables. Vous me présenterez à cet égard des idées que je recevrai avec empressement. Cette déclaration du roi n'enraye pas la chute de sa popularité. L'Assemblée conteste de plus en plus son autorité et le modèle de gouvernance. Le roi souhaitait que les États généraux trouvent des solutions pour financer la dette du royaume, mais progressivement, les députés remettent en question l'ensemble de la société. Le 20 juin 1789, après 6 semaines de discussions animées, la population est de plus en plus révoltée. L'Assemblée décide alors de prêter serment. Depuis la salle du jeu de paume, les députés s'engagent à ne jamais se séparer tant qu'ils n'auront pas mis fin à l'ancien régime et tant qu'ils n'auront pas rédigé une nouvelle constitution. C'est un engagement inédit, les rumeurs de grandes révoltes agitent tout le royaume, des paysans jusqu'au cercle rapproché du roi, bref, l'avenir de la monarchie absolue est grandement mis à mal. Pour alimenter ces révoltes, la bourgeoisie du tiers-état engage des milices privées. Leur objectif, attaquer une forteresse dans Paris qui représente le symbole de la royauté, la forteresse de la Bastille. Cette forteresse a été construite au XIVe siècle par le roi Charles V. Depuis plusieurs décennies, elle sert de prison mais aussi d'entrepôt où des militaires déposent des armes et de la poudre. Entrer de force dans la Bastille contribuerait à faire tomber le royaume. La rumeur grandit dans Paris, les milices vont faire tomber la Bastille. Mais dans les premiers jours de juillet, cette prise ne se fait pas. La population redoute un complot aristocratique. Des cortèges composés d'artisans et de commerçants se constituent pour faire pression sur les milices. Le 12 juillet 1789, le ministre et directeur général des Finances Jacques Necker est renvoyé par le roi Louis XVI. Le souverain estime que son ministre a une vision condescendante de l'Assemblée nationale. Cette décision unilatérale fait grimper l'impopularité de Louis XVI. La population apprécie Necker. Il informe régulièrement le peuple via la presse pour affaiblir le roi. Pour faire réagir l'opinion, un homme va mobiliser les Parisiens, Camille Desmoulins. Cet avocat journaliste défend Jacques Necker et il entend bien rallier la population à sa cause après ce renvoi. Depuis le palais royal, il demande à la foule de prendre les armes contre le gouvernement du roi. La foule est lancée, le cortège d'émeutiers se rassemble aux Tuileries. Le soir, pour faire taire les revendications, le commandant militaire de l'Île-de-France, Pierre-Victor de Besenval, ordonne à ses troupes d'intervenir. Les affrontements font 3 morts parmi les émeutiers. Le 13 juillet, après les insurrections dans la nuit, la foule appelle à la baisse du prix du pain. Une rumeur se propage selon laquelle le pain et les grains sont stockés au couvent Saint-Lazare. Les manifestants s'y rendent, le couvent est pillé au petit matin.
Ils se rendent ensuite en fin de matinée à l'hôtel de ville. Une réunion se tient au même moment dans l'hôtel de ville entre ceux qui élisent les députés des États généraux. Un homme est à la tête de ses électeurs, Jacques de Flesselles, ancien conseiller d'État et prévôt des marchands de Paris. Les manifestants demandent aux électeurs de rejoindre le mouvement. Ils acceptent et créent un comité appelé Municipalité insurrectionnelle pour remplacer l'ancienne municipalité royale. Les Parisiens font face à de nombreux vols et pillages auxquels la royauté ne réussit pas à stopper. Les électeurs créent une milice bourgeoise composée de 48 000 citoyens volontaires pour défendre le tiers-état. Tous se reconnaissent grâce à un petit logo, une cocarde rouge et bleue, les couleurs de Paris. En fin d'après-midi, une partie de la municipalité insurrectionnelle se rend aux Invalides pour demander des armes, mais le gouverneur refuse. Bref, le rapport de force s'installe entre les soutiens du roi et la population. Le 14 juillet, à 10 h, les émeutiers se rendent aux Invalides et décident de récupérer les armes de force. 80 000 personnes font face au gouverneur qui ne réussit pas à utiliser les canons des Invalides pour répliquer face aux manifestants. La foule récupère les 40 000 fusils à poudre, des bouches de feu et un mortier. Mais les armes sont inutilisables car la population n'a ni poudre ni balles. Il faut donc aller en trouver. La rumeur dit que Pierre-Victor de Besenval en stocke au château de la Bastille. Les émeutiers s'y rendent. La majorité des révoltés ne souhaite pas rentrer de force dans la Bastille. Le gouverneur, Bernard-René Jordan de Launay, savait que les émeutiers souhaiteraient venir prendre la poudre et les balles qu'ils stockent dans le château. Tout a été organisé dès la veille, les canons sont en place, prêts à tirer sur la foule, les balles et la poudre ont été mis dans une cour inférieure, difficilement accessible aux manifestants. Pour se défendre, le gouverneur de la Bastille a calfeutré les fenêtres et surélevé les murs. Parmi le peuple dans la rue, une délégation est envoyée pour négocier avec le gouverneur, dans le but de faire retirer les canons et de livrer la poudre et les balles à la milice bourgeoise. À 10h30, la délégation est très bien reçue par le gouverneur, ils sont invités à déjeuner, débattent, mais Bernard-René Jordan de Launay ne cède rien à la délégation. Les négociations prennent du temps, la foule redoute un complot et la mise en détention de la délégation. À 11h30, la foule grossit et s'impatiente, ceux qui ont pris les fusils aux Invalides se rassemblent également devant la Bastille, ils sont équipés de 5 canons, des militaires ont également rejoint la foule avec leurs fusils, bref, la situation est sur le point de dégénérer. En début d'après-midi, une explosion retentit, les émeutiers pensent que le gouverneur a lancé une canonnade contre eux. La foule donne alors l'assaut, les émeutiers escaladent la Bastille jusqu'au toit, puis donnent des coups de hache sur les chaînes du pont-levis pour faire entrer les manifestants. Les négociations avec le gouverneur finissent par s'arrêter, la Bastille sera bien prise par la force. Les soldats de la Bastille échangent des tirs avec les émeutiers, mais ils pénètrent malgré tout dans l'enceinte. Des renforts arrivent pour épauler les soldats de la Bastille. Ils tirent sur les émeutiers avec des canons et un mortier. Toute l'après-midi, la Bastille est pillée de pièce en pièce, les émeutiers réussissent à récupérer les balles et la poudre, ce qui alimente l'affrontement. Le gouverneur promet qu'aucun des émeutiers ne sera jugé s'il s'arrête, les soldats de la Bastille brandissent même un drapeau blanc, mais rien n'y fait, les émeutiers vont jusqu'au bout et retournent la Bastille. Après la prise de la Bastille, on dénombrera 98 morts et 73 blessés. Le gouverneur Bernard-René Jordan de Launay sera capturé pour être jugé à l'hôtel de ville. Pendant le trajet, il sera roué de coups, puis décapité au couteau par les manifestants. L'homme à la tête des électeurs, Jacques de Flesselles, présent pendant les négociations avec le gouverneur, sera accusé de traîtrise et sera également décapité. Leurs 2 têtes seront mises sur une pique. Le régiment de la Bastille sera également emmené pour être jugé. Les 7 prisonniers retenus dans la forteresse seront libérés. Dans le journal intime du roi Louis XVI, à la date du 14 juillet, jour de chasse pour le roi, il écrira simplement « rien » pour évoquer ses échecs en termes de chasse sur la journée. Il sera tenu au courant des événements dans la soirée du 14 juillet pendant un bal avec plusieurs régiments à Versailles. La soirée agréable basculera soudainement dans la crainte avec la peur que les émeutiers ne viennent chercher le roi, ce qui n'aura finalement pas lieu. Le 15 juillet 1789, le château de la Bastille sera détruit. À l'international, cette journée sera vue comme le plus grand événement de l'histoire, qui n'aura pas coûté beaucoup de vies face à l'impact de la journée sur la France et sur le monde. Le 4 août 1789, les privilèges seront abolis. Le 26 août, la France proclamera la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'année suivante, le 14 juillet 1790, on proclamera le 14 juillet comme jour de fête de la Fédération.
il faudra attendre 1880 avec l'arrivée de la Troisième République pour que la date du 14 juillet soit célébrée comme jour de fête nationale. Mais ça, c'est une autre histoire.